Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin. Promis, nous allons découvrir ChatGPT. Alors, je dis ça, beaucoup connaissent, mais beaucoup ne connaissent pas. Moi, je connais très peu ChatGPT. Il va falloir que l'on s'informe. Et là, pour s'informer, nous avons Olivier Lascar avec nous, qui est rédacteur en chef du pôle digital de Sciences et Avenir, la recherche. Sciences et Avenir, la recherche. Hein, c'est un mensuel. Vous dirigez le site web de ce mensuel. C'est un site web où vous avez des informations au quotidien que vous donnez. Bonjour d'abord Olivier Lascar. Bonjour. Merci de nous aider. Merci de m'avoir invité. Ça nous fait du bien. ChatGPT, ça fait la une de beaucoup de quotidiens aujourd'hui. Vraiment, on ne parle. Beaucoup de jeunes parlent de ChatGPT. Alors, qu'est-ce que ChatGPT ? C'est un site internet ? C'est aussi un site internet. En tout cas, c'est le site internet de l'organisation américaine qui a développé ce programme d'intelligence artificielle. Voilà. C'est un programme d'intelligence artificielle, au départ. Il faut bien comprendre. Qu'est-ce que l'intelligence artificielle, au passage ? Alors, l'intelligence artificielle, c'est une façon de programmer des ordinateurs pour qu'ils puissent donner l'impression de réfléchir un petit peu à la façon d'un organisme vivant. Voilà. C'est-à-dire qu'on programme les ordinateurs pour nous faire croire qu'ils sont capables de raisonner comme nous. C'est largement une illusion, en tout cas jusqu'à présent. C'est-à-dire que l'intelligence artificielle à laquelle on parvient aujourd'hui, on la qualifie d'un adjectif, on dit qu'elle est faible, parce qu'en fait, elle est dédiée à des fonctionnalités très étroites. On peut faire des intelligences artificielles qui savent bien compléter une phrase quand on est dans un moteur de recherche type Google. Oui. On est habitué à ça, vous savez, on commence à taper quelques mots et puis la machine vous propose de compléter la phrase. Oui. C'est parfois assez loufoque, mais à d'autres moments ça tombe bien. C'est une intelligence artificielle très restrictive parce qu'elle ne permet que de faire cela. Vous n'allez pas lui demander de faire une poésie. Ce qui est frappant, ce qui est stupéfiant même avec ChatGPT, c'est que c'est une intelligence artificielle beaucoup plus fluide qui est capable à la fois de compléter vos phrases, mais aussi justement de faire de la poésie, d'écrire des chansons, d'écrire même des codes informatiques. C'est-à-dire que ça va beaucoup plus loin. C'est une étape supplémentaire franchie dans la présence, je dirais l'invasion de l'intelligence artificielle dans notre quotidien. Et Olivier Lascar, alors, je tout savoir, parce que, évidemment, ça fascine et en même temps, ça effraie. Évidemment, les deux réflexes sont là. Alors, ChatGPT, si je vous dis, c'est un robot conversationnel. C'est ça ou pas ? Oui, on peut le... C'est un robot qui converse avec nous. Oui, alors le terme de robot entraîne une confusion parce qu'évidemment, dans notre imaginaire, un robot, on imagine quelque chose qui est incarné, on imagine un corps. Là, on est plutôt dans la dématérialisation totale. C'est un programme. Si on va vers cet imaginaire de science-fiction, il faut plutôt aller du côté... Vous vous souvenez de Stanley Kubrick et de 2001, l'Odyssée de l'espace. Il y avait ce robot, cette machine, cet ordinateur dans le vaisseau qui allait vers Jupiter. Il s'appelait HAL. Et c'était un robot qui n'avait pas de corps. C'était un voyant simplement. Mais il avait une connaissance totale de toute l'intelligence humaine. On est plus dans ce domaine-là. Il n'a pas les compétences encore de ce qu'imaginait Kubrick, mais on est plus là-dedans parce qu'il n'y a pas de corps. Il n'a pas de corps, ChatGPT. C'est des serveurs, quoi. Ce sont des serveurs informatiques. Alors, serveurs informatiques, pour chacun d'entre nous, c'est pas compliqué. Il suffit de mettre une application sur son téléphone, sans problème, d'aller sur un site sur son ordinateur. Donc, tout de suite, on peut être connecté à ChatGPT. Alors, oui. Si ce n'est que l'organisation en question qui a créé ChatGPT et qui s'appelle OpenAI a été victime de son succès. C'est californien. Californien. D'ailleurs, il y a du Elon Musk là-dedans. C'est intéressant de... Il est investisseur dans Elon Musk, il y a quelques années, justement, disant qu'il avait très peur des progrès de l'intelligence artificielle et utilisant d'ailleurs l'exemple du robot, de la machine chez Kubrick qui devient folle et qui met en danger la mission spatiale, disait on va arriver à ça. Donc il faut absolument se
paré de garde-fous pour empêcher l'avènement d'une intelligence artificielle dangereuse. Et c'est pour ça... Est-ce qu'il est honnête quand il dit ça? Ou est-ce il est qu'il n'y a toujours pas ambivalent. Un investissement pour gagner beaucoup d'argent. Il est toujours très compliqué à suivre, l'ami Elon. Mais l'idée d'OpenAI était de créer des intelligences artificielles amicales. Bien, alors comment ça fonctionne? Eh bien, c'est une intelligence artificielle capable de répondre en quelques secondes à toutes vos requêtes. C'est-à-dire, je suis sur mon ordinateur, sur mon téléphone, je pose une question, c'est ça? N'importe laquelle. N'importe laquelle, et ensuite j'ai une réponse, mais une réponse, pas une phrase. Non, il est très prolixe. La réponse peut être très longue. Vous avez un exemple? Non. Oh ben, les exemples, on en a quantité. Par exemple, il y avait, ça peut être très loufoque, hein, j'avais vu un sujet d'un confrère qui disait écris-moi une comptine enfantine sur l'augmentation du prix de l'essence. Oui. Et tout de suite, ChatGPT fait dodo, enfant d'eau, demain la pompe sera moins chère, etc. Il sait le faire tout de suite. Bon, là on est dans la blague, mais là où ça peut inquiéter, c'est qu'il y a des utilisations qui peuvent être très concrètes de cette intelligence artificielle. Alors, autre exemple, à l'université de Yale aux États-Unis, cette intelligence artificielle a réussi l'examen permettant d'exercer la médecine aux États-Unis. Alors c'est le type d'exemples justement qui sont montrés aujourd'hui, puisqu'effectivement on peut utiliser cette interface en disant écris-moi une dissertation sur le rôle des médecins chez Molière, je dis n'importe quoi, et ChatGPT peut produire quelque chose de très cohérent. Pourquoi ? Parce qu'une intelligence artificielle est alimentée par une base de données. C'est comme ça qu'on l'a construite, c'est comme ça que les scientifiques l'ont construite. Oui. Il y a toujours une base de données. Et cette base de données, concernant ChatGPT, elle est extraordinairement importante. C'est-à-dire qu'ils ont quasiment siphonné la totalité du web pour donner à ce programme une connaissance globale. Je dis là quasiment la totalité, mais pas la totalité. Parce que justement, ChatGPT, et c'est très important de le souligner, n'est pas connecté au web réel. Il est connecté à une sorte de photographie partielle d'Internet. Ce qui fait que tous les contenus, je dirais toxiques, d'ordre polémique, politique ou sexiste, raciste, des appels à la violence, etc. Il n'a pas les données, il n'a pas les éléments. Donc il ne répond pas sur ces questions. Il ne répond pas, évidemment. Oui. Il y a plein de chatbots, les robots conversationnels, les chatbots. Il y a plein de chatbots qui ont été lancés dans le passé et qui se sont crashés dès les premiers jours parce que les internautes lui disaient « Donne-moi la formule du cocktail Molotov ». Et il le donnait parce qu'il était connecté à Internet. Là, ChatGPT n'a tout simplement pas l'information. N'a pas l'information. Donc ça, c'est une restriction qui est intéressante, mais qui demain sera levée. Parce que le futur d'un programme comme celui-là, c'est qu'il sera connecté à Internet. Donc danger. On va voir quels sont les dangers, mais un mot quand même sur l'utilisation. Je me mets à la place des profs. Finalement, les élèves vont sur ChatGPT, posent une question et bang, ils ont la réponse à tout. C'est-à-dire que le cours du prof ne sert plus à rien, quoi. Alors, c'est un danger réel. D'ailleurs, c'est amusant de noter. Moi, j'ai contacté au nom de Sciences et Avenir le ministère de l'Éducation il y a une semaine. Oui. En disant est-ce que vous avez prévu quelque chose, etc. Eux font un appel aux bonnes pratiques. C'est-à-dire, ce qui semble assez vain, malheureusement, en disant écoutez, les élèves, vous n'avez pas de raison d'utiliser un programme comme celui-là parce que ça ne vous permettra pas d'avancer, quoi. Hein. Oui. Du côté des profs, il faut voir que ChatGPT va fournir des textes qui sont extrêmement bien construits, mais il y a une certaine forme de stéréotype. Oui. Comme ces outils sont basés sur la probabilité. Oui. C'est-à-dire que ChatGPT va construire ses phrases en construisant les mots les uns après les autres comme dans un Lego, en établissant quelle est la probabilité que tel mot vienne après tel autre. Ce qui veut dire qu'il va s'exprimer un petit peu comme le tout venant, en quelque sorte. Donc, la plus-value d'un élève, sa personnalité, son savoir propre, qu'un prof connaît, n'apparaîtra pas. Au jour le jour, il le fréquente, n'apparaîtra pas. Donc, c'est quand même le prof se rendra compte que c'est ChatGPT qui a rendu la copie. Peut-être pas forcément ce ChatGPT en particulier, mais en tout cas, il pourra avoir ses antennes pourront être alertées. Alors, le danger, c'est l'escroquerie, évidemment. Hein, l'escroquerie, et puis le pouvoir qui pourrait être pris, parce que derrière cette intelligence artificielle, il y a toujours un homme, ou plusieurs hommes.
Alors, il est très intéressant de voir que... D'abord, une remarque, c'est que ce qui est frappant, c'est qu'on parle beaucoup de révolution technologique. Par exemple, du côté de Facebook, ça fait des mois et des mois qu'ils parlent du métavers, en essayant d'imposer cette idée comme étant la prochaine révolution technologique. On voit que ça fait un flop, ça prend pas du tout. Et là, à côté de ça, il y a cette société OpenAI qui, du jour au lendemain, en quelque sorte, met sur la place publique un programme dont on voit... ça percute dans la sphère publique. C'est ça une révolution technologique au premier sens du terme. Et cette révolution technologique, c'est autour d'elle que va se jouer le combat entre les géants des GAFAM dans les temps qui viennent. Parce que derrière ChatGPT, il y a peut-être Elon Musk, effectivement, parce qu'il a financé la boîte à son lancement, mais il y a aussi Microsoft. Et Microsoft a annoncé qu'il allait verser pas moins de 10 milliards de dollars dans ChatGPT. Pourquoi ? Parce que Microsoft est aussi le concepteur d'un moteur de recherche qui s'appelle Bing, qui aujourd'hui est dans la stratosphère par rapport à Google. Mais avec ChatGPT, Bing pourrait enfin devenir un compétiteur extrêmement sérieux face à Google. Et Google, d'ailleurs, est en train de fourbir ses armes pour répliquer. Bon, est-ce que je peux dire que c'est le début du remplacement de l'homme par la machine ? Je ne le dirai pas, moi, parce que je pense que c'est un nouvel outil technologique qui va sans doute remplacer certaines fonctions, mais qui va surtout accompagner le développement d'autres métiers. Il y a des métiers nouveaux, comme ça depuis la révolution industrielle, il y a des métiers nouveaux qui vont émerger. De toute évidence, c'est un outil supplémentaire. Et il faudra demain que les jeunes gens qui rentrent sur le marché du travail sachent appréhender ce type d'outil. Ça va les accompagner dans leur tâche. Si j'ai bien compris, ils sont intelligents, mais ils n'ont pas l'intelligence humaine et ils sont limités. Ils sont limités. Et il y a quelque chose que je n'ai pas dit et qui est extraordinairement important pour ChatGPT, c'est qu'il n'a pas le sens du vrai. Il ne sait pas ce qui est véridique. Il est capable, comme un beau parleur, de broder des phrases les unes après les autres. Par contre, le fond de l'affaire, la réalité lui échappe totalement. Ça me fait plaisir d'entendre ça. C'est pas son propos. C'est pas son propos. C'est pour ça que il faut extraordinairement se méfier de ChatGPT, notamment pour des élèves qui voudraient l'utiliser pour tricher, parce que ça va leur pondre des textes qui seront peut-être très beaux sur la forme, mais là le prof il se laissera pas faire parce que sur le fond, ça sera n'importe quoi. Et puis ça fait plaisir d'entendre parler de réalité et de faits. Comme quoi, tout commence par là. Hein. Tout commence par la réalité et les faits. On peut apporter tous les commentaires qu'on veut, on peut apporter tous les compléments qu'on veut. Tout commence par le fait et la réalité. Ça me fait plaisir. Dites-moi, merci. Hein. Je voulais vous dire merci Olivier Lascar parce que je commence à tout comprendre. Et ça fait du bien, hein, ça fait du bien. Donc il ne faut pas trop s'en inquiéter. Non, il faut être soucieux, il ne faut pas faire le dos rond, il ne faut pas faire comme si ça n'existait pas, il ne faut pas dire c'est une bulle, ça va passer. Non, là c'est une étape extrêmement importante dans l'évolution de l'intelligence artificielle. Disons que ce qui est important, c'est que le grand public le découvre à cette occasion. Les chercheurs, les spécialistes étaient déjà au courant depuis quelques années. Hein. On appelle ça les gros modèles de langage. L'avènement des gros modèles de langage, ça fait quelques années que les spécialistes de l'informatique savent que ça arrive. Mais là, le grand public est confronté à cette problématique. Donc c'est pour ça, par exemple, que j'ai contacté le ministère de l'Éducation, parce que c'est intéressant quand même que les pouvoirs publics s'emparent de ces questions-là, les fassent vivre, se positionne, parce que ça va te faire turbuler la société. Merci beaucoup Olivier Lascar, rédacteur en chef du pôle digital de Sciences et Avenir, La Recherche, le mensuel. Merci, 12h26. Vous nous avez accompagnés depuis 10h30, c'était passionnant ce matin. Évidemment, je vous remercie d'être intervenus si nombreux. André Berkoff, à ma place.